Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. La nouvelle ambassadrice du Kazakhstan au Togo a présenté ce lundi ses lettres de créance au chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Madame Solekul Saylokizi est désormais chargée d'aider au renforcement de la coopération entre Astana et Lomé. On en parle en tout début de ce journal. Que ce soit Lomé ou à l'intérieur du pays, les nuits sont de plus en plus éclairées et c'est grâce à une série de projets, programmes et réformes initiés par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, qui veut garantir l'accès à l'électricité à toute la population. D'ici à 2025, le pays vise un taux de couverture nationale de 75%. Attention chers téléspectateurs, sur les réseaux sociaux pilule une diversité d'informations, difficile de dissocier le vrai du faux et souvent les fausses informations prennent le pas sur la vérité. Que dit la loi sur la diffusion des fake news sur les réseaux sociaux? Reportage à suivre dans un instant. Et puis ce lundi, l'événement dénommé Salon d'affaires et de réseautage s'est tenu à la 19e foire internationale de Lomé. L'initiative du ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements en collaboration avec ses partenaires vise à faciliter les échanges et les collaborations entre les petites et moyennes entreprises locales et les grandes entreprises. Voilà pour l'essentiel. Rebonsoir à tous, vous suivez le 20h. La nouvelle ambassadrice du Kazakhstan au Togo a présenté ce lundi ses lettres de créance au chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Madame Solekul Saylokizi est chargée désormais d'aider au renforcement de la coopération entre Astana et Lomé, deux nations qui entretiennent des relations diplomatiques depuis octobre 2014. Ramdan Massina. Elle se nomme Madame Solekul Saylokizi, première ambassadrice de la République du Kazakhstan au Togo. Elle est diplômée de l'Institut pédagogique des langues étrangères et de l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Sa riche carrière diplomatique débute en 1992 en qualité d'enseignante à l'Université publique d'Almaty. Madame Solekul Saylokizi est née le 22 octobre 1968. En présentant ses lettres de créance ce jour au président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, elle compte bien renforcer les liens de coopération entre le Kazakhstan et la République du Togo, vieux de 10 ans. Mon président, M. Kassym-Jomart Tokayev, m'accrédite auprès de son Excellence M. Faure Gnassingbé comme ambassadeur. Je suis la première ambassadeur. J'ai transmis les cordiales salutations et les considérations distinguées de mon président à son Excellence M. Faure Gnassingbé. Les relations sont développées très activement, très fortement. Par exemple, la visite de son Excellence, Monsieur le Président Faure Gnassingbé, sa visite officielle première au Kazakhstan l'année passée, ça donne une grande influence à cette relation bilatérale. Il y a un grand potentiel d'approfondir notre coopération dans le domaine de digitalisation, logistique, de l'enseignement, de la culture et bien sûr dans l'investissement économique. Quand bien même les relations diplomatiques entre le Togo et le Kazakhstan sont récentes, les deux chefs d'État y travaillent ardemment en vue de les renforcer dans plusieurs autres domaines au bénéfice de leur nation. Le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé du Togo et Kassym-Jomart Tokayev du Kazakhstan œuvrent dans la perspective de créer un cadre de concertation entre les deux parties et de faciliter les partenariats d'affaires et d'investissement. La nouvelle ambassadrice a pour résidence Rabat au Maroc. Ce lundi, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu en audience le docteur Ahmed Abdilé, ministre de la Santé du Djibouti. Ce dernier est porteur d'un message du président djiboutien Ismaël Omar Guelleh concernant l'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le Djibouti, en tant que candidat, a mandaté son émissaire pour solliciter le soutien du chef de l'État en faveur de sa candidature. Ces propos sont recueillis par Ramdan Bassina.
J'étais très heureux que le président de la République togolaise ait accepté de me rencontrer ce matin. J'ai un message écrit du chef de l'État de Djibouti, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh. Comme vous le savez, le Togo est un pays qui joue un rôle très important sur l'échiquier régional, au niveau de la région de la CEDEAO, mais également au niveau de l'Afrique. C'est pour ça que j'étais porteur de ce message du chef de l'État. Nous avons des élections prochaines au niveau de la présidence de la Commission de l'Union africaine. Et la République de Djibouti a un candidat. Et j'ai demandé à ce que la République togolaise, le chef de l'État, nous soutienne dans ce projet. Et je vous l'annoncer également en titre, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays, les nuits s'illuminent de plus en plus grâce à une série de projets, programmes et réformes lancés par le chef de l'État, Faure Essosim Gnassingbé, visant à garantir l'accès à l'électricité pour l'ensemble de la population. Ces initiatives ont conduit à une amélioration notable du taux de couverture électrique qui est estimé à plus de 68% en 2023. Déterminé à poursuivre ces efforts, le Togo ambitionne d'atteindre un taux de couverture nationale de 75% d'ici à 2025. Où en est-on dans la réalisation de cet objectif et que cela nous éclaire sur le sujet? L'accès croissant à l'électricité au Togo illustre la volonté inébranlable des plus hautes autorités du pays de réduire l'obscurité et d'améliorer les conditions de vie des populations. Sous l'impulsion du président de la République, Faure Essosim Gnassingbé, le pays s'est engagé dans une transition ambitieuse pour garantir l'énergie à tous. Au début des années 2000, le taux de couverture électrique était faible, notamment en milieu rural, où une grande majorité de la population vivait sans électricité. Les infrastructures étaient obsolètes et les défis financiers limitaient les progrès. Pour remédier à cette situation, le Togo a misé sur plusieurs initiatives comme les centrales thermiques, tout en lançant des projets structurants tels que le programme présidentiel CISO, le fonds Tinga, le Pravost et la promotion des énergies renouvelables. À ces projets s'ajoutent des réformes qui permettent aujourd'hui au pays d'asseoir son autonomie en matière d'électrification. Parmi les réformes majeures figure l'adoption de la stratégie nationale d'électrification qui met l'accent sur les énergies renouvelables. Cette approche vise à réduire la dépendance aux sources thermiques coûteuses tout en atteignant les zones rurales souvent oubliées. Ces différentes mesures, impulsées par le président de la République, Faure Essosim Gnassingbé, produisent des résultats tangibles dans tout le pays. Le programme CISO et le fonds Tinga ont permis à ce jour de raccorder plus de 600 ménages à l'électricité. L'initiative CISO lancée en 2017 par le président de la République vise à équiper 200 foyers de kits solaires d'ici à 2025. En mi-2023, le programme a permis de distribuer près de 135 000 kits aux ménages. De son côté, le fonds Tinga, qui permet aux foyers de se connecter au réseau pour seulement 1 000 francs CFA avec un remboursement sur 10 ans, améliore également le taux d'électrification dans plusieurs régions. En 2023, plus de 42 000 ménages ont bénéficié de ce fonds, contribuant à faire passer le taux d'électricité de 22% à 33% dans la région des Savanes, de 35% à 44% dans la région de la Kara et de 29% à 39% dans les plateaux. Grâce à ces programmes et réformes dans le secteur, le taux national d'accès à l'électricité est passé de 50% en 2020 à 68% en 2023, avec un objectif de 70% d'ici fin 2024, 75% en 2025 et 100% à l'horizon 2030. Cette progression s'appuie sur des investissements stratégiques tels que la centrale solaire de Brita et Kikil Efficient Power, ainsi que l'installation de 50 000 lampadaires solaires autonomes dans plusieurs localités du pays. Lancée en avril 2023 à Kajanga, cette initiative devrait éclairer 4 600 localités avec une attention particulière pour la région des Savanes. En appui à la centrale photovoltaïque de Blita, dont la capacité a été portée à 70 MW, 3 nouvelles centrales solaires
sont en cours de construction dans les régions centrales, Kara et Savane. Ces infrastructures visent à renforcer l'approvisionnement énergétique du Togo et à mieux alimenter le pays en électricité. Ces efforts positionnent aujourd'hui le Togo comme un modèle de transition énergétique en Afrique, tout en améliorant significativement les conditions de vie des populations. Il renforce l'espoir du pays d'atteindre son objectif de couverture universelle d'ici à 2030. Attention, chers téléspectateurs, soyez vigilants parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, une multitude d'informations circulent, rendant difficile la distinction entre le vrai et le faux. Souvent, les fausses informations prennent le pas sur la réalité et sont relayées, que ce soit par ignorance ou intentionnellement par les internautes. Cela se fait au mépris des lois et des conséquences que cela pourrait engendrer sur la vie quotidienne paisible des Togolais. Que dit la loi sur les fake news ? Voyons cela avec Marie-Ange Bidard. Cliquez, partagez. L'invite est permanente sur les réseaux sociaux. Et très souvent, beaucoup d'internautes se laissent entraîner en relayant des informations de toute nature, sans vérification préalable. Tout le danger est là. Une information fausse peut vite devenir virale et nuire à une personne, une communauté, voire toute une nation. On doit faire attention à ce que nous partageons. Réfléchir par 1000 fois avant de cliquer sur le bouton « Partager ». Parce que quand ça part, il est difficile d'arrêter cela. Et donc, il ne faudrait pas aussi oublier que la loi est là. Le juge dira malheureusement « Nul n'est censé ignorer la loi ». Et donc, on doit prendre conscience que les fake news ou les fausses informations constituent un danger. Et si on ne prend garde, ça pourra donc nous créer d'énormes problèmes sur nous-mêmes, sur notre famille et sur notre pays. Beaucoup ignorent que juste un clic peut faire basculer leur vie. La facilité qu'offre Internet aujourd'hui ne dépénalise pas l'auteur qui diffuse ou relaie de fausses informations sur la toile. La loi est formelle. Nous tous, nous partageons des choses et malheureusement, sans prendre du recul. Nous essayons d'accentuer la sensibilisation aussi dans ce sens en leur disant « Ah, attention, il y a le code pénal qui est là, il y a la loi sur la cybersécurité contre la cybercriminalité qui est là, il y a également la loi sur les données à caractère personnel qui prévoit des dispositions qui punissent donc la diffusion de fausses informations. Et souvent, les gens sont surpris. Les auteurs encourent même des peines d'emprisonnement allant jusqu'à 3 ans et des amendes allant jusqu'à 3 millions de francs CFA pour la publication, la diffusion ou la redistribution de fausses informations sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous faisons face à un phénomène, en tout cas, difficile à cerner, difficile à gérer. Et ce qu'il faudra faire, c'est de sensibiliser, conscientiser les gens et aussi tout mettre en œuvre pour mettre à disposition les bonnes informations, les informations officielles, pour que les gens n'imaginent pas eux-mêmes des informations, pour que les gens ne créent pas eux-mêmes des informations pour impacter négativement la population. En ces périodes de fêtes de fin d'année, le fléau s'accentue et se présente parfois sous la forme de dons de personnalités, d'organisations nationales ou internationales. La vigilance est de mise. Chacun est interpellé à s'assurer de la véracité des informations avant de cliquer et partager. Attention donc au partage des fake news. La ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale a tenu ce lundi à Lomé une rencontre avec les associations de consommateurs du Togo. À travers cette initiative, elle aspire à renforcer les liens de partenariat et à établir une synergie d'action en vue de garantir la qualité et la sécurité des produits alimentaires destinés aux consommateurs. Elia Gbanyandao. Après sa descente dans les marchés du Grand Lomé pour s'assurer des prix des produits et de leur date de péremption, la ministre en charge du commerce tient ici une rencontre avec ses partenaires, les associations des consommateurs. Des échanges pour définir les voies et moyens à mettre en œuvre pour renforcer le contrôle dans les marchés et offrir des produits de qualité aux consommateurs en cette fin d'année. On a échangé, on a vu tous les aspects et elle a promis encore mobiliser ces équipes afin que le contrôle soit
plus pointueux et que ce problème soit plus ou moins maîtrisé. Elle nous a conviés encore à beaucoup plus de collaboration. Nous les informons quand il y a des soucis et elle a insisté également sur le numéro vert, que toute la population maîtrise ce numéro et informe le ministère quand il y a un problème quelque part. La ministre Rose Kaimi-Vedor Sambiani a exhorté les opérateurs économiques à renforcer la vigilance durant ces périodes. Ce n'est pas uniquement au mois de décembre qu'on fait les contrôles, mais au mois de décembre, on renforce les contrôles pour que les opérateurs, les commerçants soient conscients qu'ils doivent mettre sur le marché à la disposition des consommateurs que des produits qui sont propres à la consommation humaine et qu'on puisse également alerter les opérateurs, les consommateurs eux-mêmes pour un peu plus de vigilance. Ils sont de relais sur le terrain, on travaille vraiment en parfaite coordination avec eux. Là où nous ne sommes pas, où ils sont et qu'ils ont vu des situations anormales, ils n'hésitent pas à nous alerter. Et donc c'était juste pour déjà les remercier pour ce partenariat et pour les inviter à renforcer cette collaboration sur cette période. J'invite tout le monde en cette période de fin d'année à de la vigilance sur ce que vous achetez. Ne pas forcément acheter moins cher, mais regarder avant d'acheter, à de la modération. Plusieurs préoccupations étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. La lutte contre les produits frelatés, la traçabilité et la sécurité des produits et également la poursuite des actions pour que le prix du bidon d'huile soit revu à la baisse sur le marché. Ce 1er décembre 2024, le Sénégal a organisé la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye. Des tirailleurs africains anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale furent abattus après avoir réclamé leur solde et des conditions de vie dignes. Cette cérémonie d'hommage a rassemblé plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains ainsi que d'autres délégations internationales à Dakar aux côtés du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Togo, qui était représenté par le président de l'Assemblée nationale, Sévan-Tepe Kodjo Adedje, au nom du chef de l'État, Prudence Issou. Thiaroye 44. Plus de 4 décennies après, le triste souvenir marque toujours la mémoire collective africaine. En 1944, après avoir combattu sous le drapeau français, plus de 1000 tirailleurs africains environ ont été rapatriés au camp militaire de Thiaroye, banlieue de Dakar. Mais tous n'en sortiront pas vivants. La commémoration des 80 ans de ce massacre représente pour le Sénégal et toute l'Afrique entière un pas important franchi pour restaurer leur honneur et leur dignité. Au nom du président de la République, Faure Essouzina Gnassingbé, le président de l'Assemblée nationale a assisté au cimetière de Thiaroye, au dépôt de gerbes en mémoire des tirailleurs tombés pour avoir réclamé justice et dignité. Ces soldats étaient originaires de 17 pays africains. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, l'Afrique se souvient encore et honore ses héros oubliés. La deuxième partie de cette commémoration s'est déroulée au camp lieutenant Amadou Lindo Fall avec le rappel de cette tragédie de l'histoire africaine. Les différentes interventions, notamment celle du ministre des Affaires étrangères de la France et du président en exercice de l'Union africaine, ont souligné la nécessité d'œuvrer pour la justice et la vérité tout en appelant au dialogue et à l'unité des peuples africains. Dans son discours, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage aux tirailleurs sénégalais morts le 1er décembre 1944. Il a annoncé l'érection d'un mémorial à Thiaroye qui servira de lieu de mémoire ainsi que la création d'un centre de documentation et de recherche. Le président sénégalais a également souligné que des rues et des places porteront le nom de cet événement tragique et que l'histoire de Thiaroye sera intégrée dans le système éducatif sénégalais. À ce jour, les circonstances et l'ampleur de la tragédie de Thiaroye demeurent incertaines. Dans la perspective de faire toute la lumière sur cet événement, le Sénégal a demandé le déclassement des dossiers et l'accès libre aux archives civiles et militaires françaises en vue de rétablir les faits.
Tout autre sujet, mobilisation citoyenne contre les armes légères et les explosifs improvisés. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre, dans le cadre du projet de sensibilisation sur les menaces dans les zones touchées par l'extrémisme violent au Togo, a organisé du 27 au 28 novembre 2024 à Daparan une formation sur les risques liés aux armes légères de petit calibre ainsi qu'aux engins explosifs improvisés. Yataratim. Le Togo est préoccupé par l'ampleur de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et engins explosifs improvisés. Le phénomène compromet la paix et la sécurité, déstabilise les États et nuit à leur développement durable. Il faut agir. Et sur le terrain, pour combattre ce fléau sous toutes ses formes, la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre. Concernés par cette thématique, nous avons trouvé important de nous déplacer vers la population, notamment certaines structures qui travaillent sur la thématique. Il y a le CIPLEV, nous avons nos structures à nous, les comités préfectoraux. Nous avons aussi l'ANIAC, afin que nous puissions nous entretenir avec les relais de ces structures pour que celles-ci puissent connaître c'est quoi un engin explosif improvisé, c'est quoi une arme légère, comment la diffusion de messages se fait, pour qu'ensemble nous puissions nous mobiliser et lutter contre ce phénomène. Issus de différentes structures, ces participants ont été formés sur plusieurs thèmes en lien avec la circulation illicite des armes légères et de petit calibre et engins explosifs improvisés. Il y a plusieurs thématiques, la lutte contre les engins explosifs improvisés et les armes légères de petit calibre, l'utilisation de la drogue et les stupéfiants dans le sens de la commission des infractions liées au terrorisme, les risques liés aux engins explosifs. C'est quoi un engin explosif? Pour le vice-président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, il urge de freiner la circulation des armes, des précurseurs chimiques et d'autres matériaux illicites destinés aux groupes armés ou à des acteurs non étatiques. Les participants ont été invités à traduire les acquis théoriques en actions concrètes sur le terrain, rappelant que le professionnalisme ne réside pas dans une acquisition passive du savoir. Rendons-nous à présent dans la région centrale où les acteurs humanitaires de la région ont de leur côté bénéficié d'une formation visant à renforcer leurs capacités concernant le code de conduite en lien avec les principes humanitaires. Cette formation offerte par l'Agence nationale de la protection civile avec le soutien du HCR leur permettra de mieux jouer leur rôle dans la protection des personnes vulnérables. Désiré Aloy. Principale de police. La plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe fait partie des mesures entreprises par le gouvernement togolais dans le but de contribuer à protéger les populations. Il est question de travailler à prévenir et minimiser les risques de catastrophe. Dans la réponse aux situations d'urgence, les membres de cette plateforme appelée acteurs humanitaires au niveau de la région centrale se forment sur les dispositions du code de conduite pour une meilleure protection des victimes de situations d'urgence. Le harcèlement, les abus et exploitations sexuelles, la corruption et la fraude. Il était nécessaire de pouvoir faire la diffusion de ce code dans toutes les régions afin que les acteurs humanitaires partout où ils se trouvent pour qu'ils puissent prendre connaissance des contenus, des actes qui sont dénommés actes d'inconduite pour que dans leurs opérations humanitaires, ils puissent respecter ces dispositions, ne pas commettre ces actes-là, afin que l'aide qu'ils apportent aux populations vulnérables soit une aide efficiente. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR appuie l'Agence nationale de la protection civile dans cette formation sur le code de conduite. La NPC, la gendarmerie, le corps des sapeurs-pompiers, l'action sociale, les communes sont bénéficiaires pour relever le défi par rapport aux principes humanitaires. Ça permettra à chacun d'être au même niveau car lorsque nous serons en face des situations de catastrophe ou bien nous serons en face des sinistrés, que nous sachions comment s'y prendre pour renforcer la résilience
nos personnes victimes de catastrophes. Outre la centrale, d'autres régions à travers le pays connaîtront le même renforcement de capacité à l'effet de contribuer à assurer pleinement la protection des personnes en situation de vulnérabilité. Depuis 2011, l'Union africaine a instauré une journée dédiée à la sécurité routière. Au Togo, cette célébration a été marquée par une campagne de sensibilisation organisée par le ministère des Transports routiers et ferroviaires. L'objectif est de rappeler le rôle et la responsabilité des acteurs du transport dans la réduction des accidents. Issa Karouna. Chaque année, ce sont des centaines de personnes qui perdent leur vie dans les accidents de circulation. Parmi les facteurs incriminés, la dégradation des routes, souvent causée par les usagers. Et c'est ce facteur qui est au centre de la célébration de la Journée africaine de la sécurité routière au Togo, édition 2024. Ici, le ministère des Transports routiers et ferroviaires dresse le bilan de la sécurité routière et sensibilise les transporteurs et usagers de la route sur leur rôle et responsabilités. Le constat qui a été fait au Togo et dans la sous-région, c'est que les routes que nous construisons pour une durée de 15 à 20 ans se retrouvent en état de dégradation prématurée. Quand on parle du patrimoine routier, on parle non seulement de la chaussée elle-même, mais également des équipements connexes. Donc vous avez les trottoirs, les ouvrages d'art, les ponts, les panneaux de signalisation, les feux tricolores, les caniveaux. Chacun doit jouer sa partition afin de les protéger. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement togolais ne cesse de déployer d'énormes moyens pour la construction et la rénovation du réseau routier. Près de 900 km de routes ont ainsi été réhabilités, 400 km sont actuellement en cours de travaux. Le secrétaire général du ministère des Transports routiers et ferroviaires a exhorté les usagers à être des garants de ce patrimoine routier. La fêtière des transporteurs promet désormais de jouer pleinement sa partition dans la préservation de ses acquis. Le Togo est le pays le mieux coté dans l'espace UEMOA en termes de respect du règlement 14. Qui dit règlement 14 dit éviter la surcharge, respect des gabarits. Et tout ça, c'est pour la bonne tenue de nos infrastructures. Donc nous sommes déjà à l'œuvre. Qui surcharge met en danger et la vie des passagers et les marchandises. Donc la fêtière est à l'œuvre. Nous allons continuer avec l'appui du gouvernement. Nous attendons qu'après cette journée, on puisse remarquer que le réseau routier togolais est un réseau de la vie et non un réseau de la mort. La journée africaine de la sécurité routière est célébrée chaque troisième dimanche du mois de novembre depuis 2011. Elle commémore également les victimes de la route. Et nous poursuivons ce journal. Les talents artistiques des personnes handicapées ont été mis à l'honneur lors de la deuxième édition de la Nuit de l'Inclusion. Cette initiative de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, soutenue par le ministère en charge de l'action sociale, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 33e journée internationale des personnes handicapées prévue le 3 décembre prochain. Victoire Kaliwa, Abidé Nyasingbi. Quand le talent transcende les barrières, les limites deviennent des tremplins. La Nuit de l'Inclusion célèbre le potentiel et le leadership des personnes handicapées. L'événement veut promouvoir un avenir plus inclusif et durable, tout en mettant en lumière les capacités et le potentiel des personnes vivant avec un handicap. La Nuit de l'Inclusion, c'est de célébrer les talents artistiques des personnes handicapées et faire en sorte que ces personnes handicapées soient sollicitées pour des événements, pour faire de l'inclusion. Sensibiliser toute la population togolaise sur le handicap, sur le fait que le handicap ne handicape pas et que les personnes handicapées peuvent valablement contribuer au développement de notre pays. C'est d'honorer des personnalités de notre pays et d'ailleurs qui militent pour la construction d'une société inclusive. Des prestations artistiques étaient au cœur de cette soirée. Danse, musique, humour, en l'air, c'est suspendu en l'air. Et slam. Magique de circulation à Lomé qui vient me
Des artistes talentueux ont démontré que le handicap n'en est rien une limite, mais une force. Être handicapé, ce n'est pas la fin du monde. Nous pouvons encore utiliser les parties du corps qui nous restent pour faire des choses. Nous avons vu des personnes handicapées qui font vraiment de très belles prestations. L'éclat de la soirée a été rehaussé par la présence du ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme. Professeur Kosiwazin Souklassou, pour la circonstance, a reçu le prix de l'inclusion dédié au gouvernement togolais sous le leadership du chef de l'État Faure Gnassingbé pour saluer la politique d'inclusion des personnes handicapées dans tous les secteurs d'activité. Au nom du gouvernement, je voudrais donc vous remercier pour cette marque de reconnaissance en ce qui concerne la promotion des personnes handicapées, une cible prioritaire et privilégiée dans l'agenda du chef de l'État, son Excellence M. Faure Gnassingbé. La nuit de l'inclusion s'affirme donc comme un rendez-vous incontournable. Elle se veut pérenne pour célébrer non seulement les réussites des personnes handicapées, mais également le chemin parcouru vers une société plus équitable et solidaire. Place maintenant à l'actualité relative à la 19e édition de la Foire internationale de Lomé de ce lundi. Le ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements, en collaboration avec la GIZ et l'Union européenne, a réuni ce matin à la 19e Foire internationale de Lomé un événement dénommé Salon d'affaires et de réseautage. La rencontre vise à faciliter les échanges et les collaborations entre les petites et moyennes entreprises locales et les grandes entreprises. Carmen Madjakapo. Un salon d'affaires pour booster les partenariats entre les grandes et les petites entreprises. Ça se passe à la 19e Foire internationale de Lomé. L'idée est de faciliter les échanges et les collaborations entre les TPME, PME locales et les grandes entreprises bénéficiant de régimes fiscaux spéciaux. L'événement représente une occasion unique pour les PME togolaises d'élargir leur réseau professionnel en rencontrant des acteurs majeurs de l'économie selon le ministère de l'Industrie et de la Promotion des investissements. Le tissu économique de notre pays est constitué en grande partie de ces TPME. Donc il est important, dans une optique de pouvoir assurer les retombées socio-économiques des investissements qui sont réalisés, de mettre l'accent sur la relation entre ces TPME-là et les entreprises qui investissent et qui bénéficient de ces régimes économiques spéciaux. Pour justement permettre aux PME de nouer de nouveaux partenariats et de développer leur visibilité, un panel a été consacré à la mise en place d'une plateforme de relations interentreprises. Les acteurs ont passé en revue les perspectives pour une synergie d'affaires durable. Alors, dans le cadre de cette synergie, nous envisageons de mettre en place un partenariat notamment avec les entreprises de la zone franche. Ce partenariat consistera en amont pour nous, organisations d'entreprises, d'identifier tout ce qui est besoin spécifique des entreprises de la zone franche et d'identifier au niveau des TPME les entreprises susceptibles de répondre à ces besoins-là et mettre en relation ces entreprises-là de sorte que du côté de la grande entreprise, de l'entreprise de la zone franche, on puisse trouver satisfaction et du côté de la TPME, qu'on puisse avoir un marché qui permettent quand même de dynamiser l'écosystème des TPME. Les TPME ont un tout premier problème, c'est déjà la formalisation. Il faut déjà poursuivre le processus justement de transition du secteur informel vers le secteur formel. Lorsque cela est fait,
c'est la qualité. Pour pouvoir faire dans la qualité, parce que nous avons des normes internationales qui nous imposent justement des produits de haute qualité, toute la chaîne de valeur est forcément concernée. Et forcément, il faudra trouver justement les moyens. C'est ce que nous faisons sur nos fichiers clientèle, puisque de toutes les façons, le marché est ouvert. Nous faisons des essais avec des TPME. Quand elles ne sont pas suffisamment compétentes, on les pousse justement à se former davantage pour avoir des produits de qualité, parce qu'on n'a pas le choix pour compétir à l'extérieur, à l'international. Il faut justement avoir une chaîne de valeur totalement productive. Et c'est donc la formation. Pour ce qui concerne l'accès au financement, il existe des facilités dans des structures un peu comme les nôtres, où nous payons 50 à 70% justement des marchés dès la demande, donc l'offre, la confirmation de l'offre de marché, et le reste qui est payé à la livraison justement de la prestation de service. Ce salon est conçu pour répondre aux besoins spécifiques des PME. Les grandes entreprises pourront, selon la GIZ, offrir de nouvelles opportunités d'affaires aux PME, notamment en matière de sous-traitance ou de co-développement de projets. Et toujours sur le site de la 19e foire internationale de Lomé, la Société nouvelle de boissons SNB a rencontré les professionnels des médias pour faire le point avec eux sur les activités au cours de l'année 2024 et sur leurs projets futurs. Un accent particulier est mis sur le jeu capsule consommateur Jama pour inviter le public à maximiser leurs chances de gagner les lots mis en jeu. Clarissa Ticlé. La Société nouvelle de boissons SNB fait le point avec la presse sur ses activités et ses projets innovants ainsi que ses perspectives. Les échanges ont également porté sur le jeu capsule consommateur Jama. À travers ce cocktail de presse, la SNB a profité de sa journée à la 19e foire internationale de Lomé pour rappeler aux consommateurs les objectifs et les principes du jeu capsule consommateur Jama. L'objectif premier de cette action, c'est de pouvoir lui dire merci. Alors ça fait des années que nous sommes sur le terrain. Il est très important de dire merci à ceux-là qui nous accompagnent depuis le début de ce projet. Le principe pour gagner, c'est simple. Il suffit juste de consommer une Jama. N'importe quel Jama, nous en avons plusieurs. Nous avons la Jama Pilsner, la Jama Ladja, la Jama Panaché, la Jama Stout Porter, la Jama 228. Alors vous décapsulez, vous ouvrez, vous voyez dans la capsule, et le dessin dans la capsule correspond au lot gagné. Il est surtout question de mobiliser les consommateurs autour des produits Jama. Pour la deuxième année consécutive, la SNB veut faire des heureux gagnants de ces nombreux lots mis en jeu. Nous avons plusieurs lots, les téléviseurs, les réfrigérateurs, les décapsuleurs, les petits lots, les t-shirts, etc. Il y en a plein. Mais le gros lot, ce qui intéresse beaucoup plus le consommateur, c'est le véhicule BAIC de Diwa. Des bons d'achat de 1000, 2000, 50 000 et 100 000 francs CFA sont également inclus dans les récompenses. Le jeu capsule consommateur Jama couvre la période du 15 septembre au 31 décembre 2024. Les consommateurs sont vivement invités à maximiser leurs chances de bénéficier des surprises de la SNB pour cette fin d'année, comme ce géant concert organisé sur le site de la 19e foire internationale de Lomé. Et voilà donc ce que vous pouvez retenir de l'actualité relative à la 19e foire internationale de Lomé de ce lundi. Et nous poursuivons ce journal. La société de voyage Ready Study Go a inauguré sa 3e agence à Klikame samedi dernier. Implantée au Togo depuis 5 ans, l'entreprise est spécialisée dans l'accompagnement des étudiants désireux de poursuivre leurs études à l'étranger. Mako Ayanor par Ulrich Amiga. Coupure du ruban. La société Ready Study Go inaugure sa 3e agence au Togo. Ready Study Go est une entreprise basée en France et spécialisée dans la mobilité internationale des étudiants.
Pendant 5 ans, la société de voyage a permis aux étudiants qui nourrissent l'ambition d'étudier à l'étranger de réaliser leurs rêves. Quand on a un projet, on laisse son enfant partir à l'étranger, il faut s'assurer qu'il y ait une société comme RSG qui accompagne ses élèves. Donc la légitimité, on la tient sur plusieurs volets. D'abord, on est une société financière avec l'agrément français, courtier en opération de banque et services de paiement. On est aussi courtier en assurance et réassurance en France, ce qui est gage de sécurité des documents que nous établissons pour nos chers étudiantes que nous accompagnons. Installé à Kara, puis à Lomé, l'ouverture de cette 3e agence de clic à main traduit la volonté de la société de voyage de se rapprocher davantage de la population afin de répondre en un temps record à leurs préoccupations. RSG International étant courtier en opération de banque et services de paiement, avec toutes ces garanties, délivre l'AVI. Souvent, on parle de caution bancaire pour visa. Quand on est par exemple au Togo et on doit trouver un logement en France, ça peut être risqué. RSG, du fait qu'elle a une équipe en France dédiée au logement, les logements sont visités d'abord et après, ces logements sont proposés aux étudiants, ce qui rassure les parents. RSG propose une assurance voyage qui intègre la santé et ça fait la différence. Les parents sont rassurés de savoir que les enfants, une fois arrivés en France, sont assurés sur le volet médical. Créée depuis 2019, la société Ready Study Go existe dans 15 pays à travers le monde avec une vingtaine d'agences. Plus de 15 000 étudiants ont déjà bénéficié de l'accompagnement de la société Ready Study Go. Des statistiques qui confirment l'engagement de cette entreprise à rendre possible, facile et à moindre coût les études à l'international. Et ce sera tout pour ce lundi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre confiance. Je vous retrouve avant 2h30.